And this is why we raised the critical issue of China's support for Russia's war of aggression against Ukraine. Le grand problème pour Volodymyr Zelensky avec ces révélations, c'est qu'elles clochent tellement avec l'image qu'il s'était créée avec son personnage fictif Vassil Holoborodko dans la série Serviteur du peuple. Je me félicite de l'adoption ce matin de trains de sanctions visant des individus et des entités ayant porté atteinte aux intérêts de la France. Bonjour à tous, c'est bien, voilà notre premier numéro avec un thème, l'Europe en guerre contre le monde. Alors, premier sujet, et vous commentez, d'accord? C'est déjà bien que c'est pas le monde. Enfin, les gens qui font de l'intelligence économique, c'est-à-dire qui font du renseignement économique au niveau international, qui font des analyses économiques au niveau international, tout le monde savait que ça allait évoluer comme ça. Le drame, c'est qu'on n'a pas voulu le voir, parce que cette rupture que nous sommes en train de vivre, extraordinaire en définitive, hein, après 500 ans de domination occidentale, hein, européenne puis américaine dans le monde, on voit que c'est en train de basculer, le pouvoir a basculé ailleurs. Hein. Aujourd'hui, il faut quand même pas l'oublier, il n'y a pas que la Chine. 51% du commerce mondial est fait en Asie. Donc les Européens, ils sont plus rien, les Américains non plus. Enfin, ils sont plus rien. Ils sont importants, mais ils sont moins forts. Si vous voulez, l'Asie est maintenant le pôle économique mondial. Et en Asie, la Chine est le plus gros pays. Bon, donc à partir de là, bah, c'est clair, il faut travailler avec les Chinois, on n'a pas le choix. Ou alors, on va être complètement marginalisé. Hein. Donc il faut travailler avec eux, mais pour très bien travailler avec eux, il faut les comprendre. Il faut pas croire qu'on peut imposer notre vision européenne qui est complètement dépassée. Quand j'entends les politiques européens aujourd'hui, quand je vois certaines déclarations, je me dis que vraiment on n'a rien compris. Franchement, hein. Pourquoi? Parce qu'on est encore sur un schéma de domination occidentale. Nous sommes les meilleurs, nous sommes les plus intelligents, on est les plus capables, on vous a apporté des valeurs et tout. Non, c'est fini tout ça. Il faut arrêter. Il faut se dire maintenant, on a en face de nous un pays qui est plus gros que nous, qui va plus vite que nous, qui est mieux géré que nous. Alors, comment on peut faire pour s'insérer dans cette machine infernale pour essayer de développer des exportations vers ce pays-là? Et on peut pas le faire sur n'importe quoi. Il y a des domaines, tout à l'heure je vous disais, sur les grandes technologies clés. Dans la plupart d'entre elles, bon, c'est eux qui dominent. Pour arriver à leur vendre quelque chose là-dedans, ça va être difficile. Par contre, il y a des domaines dans lesquels on est bon. Eh ben, travaillons et appuyons-nous sur ce domaine dans lequel on est bon, on est en tête, on fait la course en tête, appuyons-nous là-dessus pour vendre des produits aux Chinois. Et alors, Madame von der Leyen est en Chine. Vous le saviez? Alors, on l'a pas déjà viré? On est en train, peut-être, oui, c'est vrai. Oui, il a dit qu'on a écoursé son voyage. On l'a dit gentiment prendre l'avion et de rentrer chez elle, je crois. Mais voilà ce qu'elle avait recommandé. The European Union and China share a responsibility to uphold and reform the global trading system so we can keep it open, fair and grounded on rules. This responsibility also extends to upholding international norms, rules and institutions, and this is why we raised the critical issue of China's support for Russia's war of aggression against Ukraine. This has a direct and dangerous impact on Europe's security, and we expressed together our expectations that China would follow up on our concerns and the expectation that it would use its influence to bring Russia to accept a ceasefire, to come to the negotiation table, enter peace talks and put an end to the bloodshed. Freddy, qu'est-ce que tu en penses? Freddy? À nouveau en film. Je signale que Ursula Leyen, hein, c'est son surnom, Ursula Leyen, hein, elle est copain avec Zelensky parce qu'elle a fraudé tant qu'elle pouvait quand elle était au pouvoir avant d'être à l'Europe. Quand elle était ministre de la Défense, je dis ça en wallon, hein, elle a pris elle a volé l'argent de l'État allemand. Ursula. C'est pour ça que les Allemands, ça que les Allemands nous l'ont refilé. Quel cadeau! Quel cadeau!
Oui, avec l'histoire des vaccins, hein, Pfizer, compagnie, hein, c'est la magouille personnifiée, hein, cette femme-là. Alors, elle est donc très copain avec Zelensky, c'est la même eau, c'est la même bande. Freddy, pour revenir à la proposition de Madame van der Leyen d'arrêter la guerre à- et demander à Xi d'arrêter la guerre, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'elle raconte là? Les Européens, ce sont des guerriers de première catégorie et historiquement aussi, hein, parce que les pays européens, ce sont tous des pays impérialistes qui ont fait la guerre partout sur la Terre. Hein. L'Europe, l'Union européenne, hein, le fondement de l'Union européenne, c'est l'impérialisme, c'est la guerre partout. Alors, et encore maintenant, c'est trop long à expliquer, mais dans les pays dits de l'Est, l'Union européenne intervient directement dans les élections pour les faire sauter, les supprimer. Hein. L'Europe, elle est interventionniste au cas où. Hein. Michel, qu'est-ce que tu en penses? Bon, je pense que ce n'est pas une première fois que Madame van der Leyen essaye de vendre sa politique. Ça, apparemment, ça n'a pas beaucoup marché. Si je ne m'abuse, le séjour qui devait être de 2 jours a été raccourci à 1 jour seulement en Chine. Et elle part toujours du principe qu'elle peut dicter ce que les autres doivent faire. Apparemment, ça semble bien marcher en Europe. Je ne sais pas pourquoi. Pour quelqu'un qui n'a pas été élu, mais elle semble dicter aux nations ce qu'elle doit et ce que ces nations doivent faire. Mais ça n'est pas le même écho qu'elle va rencontrer en Chine parce que les Chinois ont leur propre politique, leur propre intérêt. Et malheureusement, le beau discours, le beau narratif de Madame van der Leyen euh, qui ne reflète pas la réalité et des faits, ne va malheureusement pas rencontrer un écho favorable parce que la Chine, je crois, c'est un peu mieux ce qui se passe et donc ne consommera pas ce qui va lui être présenté comme narratif. Dis-moi, Tatiana, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette histoire de demander à Poutine, via Xi, d'arrêter la guerre? Qu'est-ce que c'est, cette histoire-là? Écoute, il faut revenir déjà à ses propos quand il parle du monde érigé par des règles. C'est important, le fait de parler des règles. En septembre 2024, à l'ONU, donc, il y avait un pacte pour le futur, donc pour le meilleur futur du monde, dans lequel donc, la Russie, la Bélarussie et le Nicaragua sont opposés à ce pacte, donc, qui concerne le monde entier, donc, dans lequel ils ont fait un programme pour le futur, dans lequel les États n'existeront pas, ce sera régi par des corporations, c'est donc une monnaie unique, une identité numérique, une monnaie unique numérique avec donc tout qui sera, on va dire, défini par l'intelligence artificielle. Je dis ça, c'est beaucoup de gens pensent que c'est un peu de complotiste, mais si vous allez donc juste taper sur Google, donc septembre 2024, le pacte pour donc dire pour le monde meilleur et universel, régi justement par des règles, vous avez donc tous les données dessus. C'est à ce monde-là aujourd'hui que donc la Russie s'oppose. Et l'Union européenne, elle représente un peu une structure telle que sera par la suite repartie sur le monde entier. Donc, pour les personnes qui ne sont pas élues, les personnes nommées par les corporations, et c'est comme ça que normalement ça a été prévu. Trump a été élu à la suite de cette réunion, justement, peut-être pour détruire ce glorieux futur qu'on nous propose à tous. Encore une fois, je veux dire, c'est pas une version complotiste. Vous pouvez aller voir sur le site de l'ONU pour lire tout ça. Aujourd'hui, pour ce monde-là, pour le futur merveilleux, on n'aura rien, comment dire, on sera tous heureux. Ça se passe mal parce que non seulement la Russie, elle fait bloc et elle fait bloc aussi bien avec la Chine, mais maintenant aussi avec les États-Unis, qui est un pays aussi finalement qui est prévu à être, on va dire, disparaître, tout comme tous les autres États. Et finalement, c'est à ça que l'Europe s'oppose. L'Union européenne, on va dire, l'euro-atlantiste s'oppose.
Voilà. Donc, effectivement, oui, il y a une guerre entre le monde et l'Europe de ce point de vue. Je parle de l'Europe euro-atlantiste. Freddy? Pour les meilleurs mondes régis par des règles. Oui, Freddy, tu voulais ajouter quelque chose? Euh, Macron, il milite pour une Europe fédérale, hein. Donc Bien sûr, il pour la suppression des États-nations. Est-ce que bien c'est sûr. clair? Donc ils veulent détruire les États. Leur but final, c'est très dangereux, hein. Ça veut dire que déjà maintenant, dans nos États, nations à nous, on n'a déjà pas grand-chose à dire, mais alors dans une structure avec 500 millions d'habitants, dirigée par des gens non élus, c'est la dictature, hein. Voilà. Hmm. Maryse? L'Europe, c'est un échantillon de comment sera le monde normalement, comment c'est prévu que ce soit dans, allez, d'ici 10, 15 ans. C'est le programme officiel qui était donc, on va dire, mis à l'ONU, sur la table, avec C'est 3 ce, pays opposés à qui on dit gentiment non merci. C'est c'est pas ce très qu'ils croient. encourageant, en tout cas. Oui, C'est ce qu'ils croient. Ils ont ça dans la tête, mais dans les faits, l'Europe est en train de disparaître, hein, aux yeux des oui, Russes, aux yeux des Américains, aux yeux enfin, du Sud global. L'Europe est en train de disparaître. Au point de vue économique aussi, d'ailleurs, elle disparaît. Nous sommes dans le radeau de la Méduse, en fait. Voilà. c'est vrai. Elle est en Mar- train de disparaître et le coup fatal va être porté très, très prochainement. Déjà avec la loi que Trump a réussi à voter par le Congrès aux États-Unis en enlevant le monopole à la Réserve fédérale, on sera très mal parce que l'euro et l'Europe, en tout cas la Banque centrale européenne, son principal job, c'est de blanchir le surplus de dollars imprimés. Donc, du coup, si le dollar disparaît, on aura, comment dire, plus d'emprunts, enfin, on n'aura plus de dette. La dette, elle permet de blanchir les dollars. C'est un peu une machine, comment dire, un peu complexe, mais on sera très mal, oui. La dette, elle sera peut-être supprimée, mais étant donné qu'il n'y a plus aucune industrie en Europe, je ne sais pas comment on va faire pour s'en sortir. Michel, qu'est-ce que tu en penses? Par rapport à la situation de l'Europe, au statut de l'Europe face au reste du monde, je pense que l'Europe a beaucoup perdu du panache qu'il avait. Il a beaucoup perdu de la réputation qu'elle avait. Elle était censée représenter une forme de moralité, une forme de pratique, etc. Et par la suite, on s'aperçoit que les donneurs de leçons ne sont pas nécessairement ceux qui pratiquent le mieux ces leçons données. Si jamais on doit reprendre une phrase biblique, on dirait faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Malheureusement, c'est la conclusion à laquelle c'est arrivé. C'est ainsi d'ailleurs que la parole européenne perd de plus en plus de sa portée, de sa crédibilité. On n'y croit plus. On se dit c'est juste bon pour donner des leçons que eux-mêmes ne suivent pas, donner des idées et des principes que eux-mêmes ne respectent pas. Pourquoi les autres devraient le respecter si les donneurs de leçons eux-mêmes sont les premiers à les transgresser? C'est ça, c'est le deux poids, deux mesures. Oh, c'est devenu un classique. Je pense que si jamais on devrait mettre une image par rapport à cette expression deux poids, deux mesures, je pense que l'Union européenne serait valablement représentée dessus. Elle serait en premier. En premier, oui. Et de Mar- ce point de vue, l'opération spéciale que les Russes mènent aujourd'hui en Ukraine, enfin, depuis plus de 3 ans, a montré au monde entier, en tout cas ce qu'on appelle le Sud global, vraiment cette dualité, on va dire, européenne, cette hypocrisie absolument terrible. En tout cas, quand on compare de ce qui se passe en Ukraine ou en Palestine, c'est vrai que ça fait un peu, ça révèle vraiment, vraiment le fait qu'on peut non seulement plus faire confiance à l'Europe, mais surtout que c'est un dragon à plusieurs têtes. Euh, Aujourd'hui, enfin, c'est ça, comme tu dis, c'est la crédibilité de l'Europe qui est totalement, totalement disparue, quoi. Et on aura du mal à la récupérer. Maryse, qu'est-ce que tu en penses?
Moi, je considère, peut-être à tort, hein, que l'Europe va s'écrouler d'elle-même. Bien sûr, oui. Il n'y a même pas besoin de réclamer le Frexit, parce que toute seule, elle fait tellement de conneries que les peuples en ont marre. Mm. Quand on voit Orban, qui, à mon avis, va sortir de l'Europe parce qu'il en a ras-le-bol de la von der Leyen, je pense qu'il y a d'autres pays qui vont le suivre après. Ça va faire un effet domino et elle va s'écrouler parce que tant qu'elle ne peut plus avoir le financement de la part des peuples, elle fait quoi? Elle n'a pas de financement, elle n'a rien. Oui. Quand elle demande à Poutine d'arrêter la guerre, alors qu'on entend Macron qui veut absolument envoyer des militaires pour aider l'Ukraine, qui lui balance 40 millions par jour, c'est scandaleux. Pourquoi est-ce qu'elle va demander en Chine à arrêter la guerre? Oui, complètement, oui. Elle Hein? va demander ça en Chine parce qu'il y a un rendez-vous extrêmement important début septembre en Chine, justement pour la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'en Chine, la date, elle est beaucoup, on va dire, elle est au début septembre, à laquelle donc M. Poutine est convié et probablement M. Trump va s'y rendre aussi. Voilà. La Espérons, Chine mais c'est pas aujourd'hui, sûr, Tatiana. Ne en tout parions, cas, si n'en sais lui, il ne rien. se rend pas, euh, et ça, en tout cas, présente, parce qu'aujourd'hui, voilà, je veux dire, la Chine, la Russie et les États-Unis, ils ont un certain point commun, en tout cas, un certain intérêt commun, justement pour se débarrasser des maîtres du monde, enfin des maîtres de l'argent, en tout cas, aujourd'hui. Et dans ce sens-là, ils vont agir ensemble. L'Union européenne, aujourd'hui, elle est totalement sous la domination des maîtres de l'argent. Et on voit bien qui c'est qu'on a aujourd'hui au gouvernement. Je ne parle même pas d'Ursula. Ursula, c'est le champion en chef de découpage de tout le budget. Et je voulais aussi dire, Marise, l'Union européenne, elle ne touche pas de l'argent sur nos impôts. Non, là, au moins, c'est un point positif. Non, elle touche de l'argent de la réserve fédérale. C'est la réserve fédérale, donc une boîte privée qui imprime le dollar, qui le rentre dans la Banque centrale européenne, qui elle ensuite le prête aux États, et c'est les États au moment de rembourser qui créent finalement de la richesse. Parce qu'on ne peut pas juste imprimer de l'argent et de le faire rentrer en circulation. Il faut que ça passe par quelque chose de tangible. Donc la dette européenne, les dettes des États européens, elles servent à blanchir, on va dire, l'euro, le dollar trop imprimé. Et c'est par ça qu'il est financé. C'est pas par notre argent. Si la Fed perd sa puissance, l'Europe disparaît par elle-même parce qu'il n'y aura plus d'utilité. Tout comme l'euro. Déjà, elle n'a aucune utilité, à mon avis. Ce n'est plus ce que l'on pensait pour les gens qui ont voté pour l'Europe. Ce n'est pas du tout ce que l'on pensait. Moi, j'ai le sentiment que, étant donné qu'on est dominé par les Allemands, j'ai le sentiment que la Deuxième Guerre mondiale, en fait, euh, ça a servi à une chose, étant donné que les Allemands ont perdu, j'ai l'impression que là, petit à petit, ils essayent de grignoter ce qu'ils n'ont pas pu obtenir par la guerre et qu'ils obtiennent par une vision des choses qui n'est pas réelle en fait et que la plupart des gens gobent malheureusement. Oui. Il ne faut pas oublier aussi qu'aujourd'hui, l'Allemagne est dirigée par un représentant de BlackRock. Oui, Et, oui. euh, et ça, et ça c'est important parce que BlackRock est en train de perdre énormément d'argent dans cette affaire entre la Russie et l'Ukraine. Donc, ça, il ne faut pas comment dire, le mettre à part. Et ce qui est intéressant aussi, quand les mondes commencent, on va dire, parmi les perdants, il y a toujours, on va dire, les gens qui se séparent. Aujourd'hui, dans ce monde merveilleux de gens qui possèdent tout l'argent, il y a aussi, comment dire, des désaccords. Par exemple, entre les investisseurs, les banques ou le marché. Aujourd'hui, on va dire la Grande-Bretagne, si on va les nommer par les pays, l'Allemagne et la France, commencent à, on va dire, un petit peu se disputer parce que chacun représente les intérêts, on va dire, de ses propres corporations. La banque, ce sera plutôt, on va dire, la France, les investissements, ce sera l'Allemagne, la spéculation, ce sera la Grande-Bretagne, tout ça
en plus régies plus ou moins par la City. Donc, quand il y a moins de gains à partager, ben, il est fort probable qu'ils peuvent tous s'engueuler entre eux. Et la probabilité qu'à un moment donné, on aura des grandes tensions entre la France et l'Allemagne est, comment dire, on va dire, probable. Voilà. Je ne sais pas si ça se dit. Alors, Tout ça, c'est une affaire du gros pognon, quoi. nous allons passer à... If Xi Jinping would attack Taiwan, he will first make sure that he makes a call to his very junior partner in all of this, Vladimir Vladimirovich Putin, residing in Moscow, and telling him, "Hey, I'm going to do this, and I need you to keep them busy in Europe by attacking NATO territory." That is most likely the way this will progress. Qu'est-ce que tu en penses, Michel, de cette histoire? J'aime bien le narratif où on aime présenter la Russie comme étant le petit valet de la Chine qui doit prendre ses ordres auprès du grand maître. C'est d'autant plus comique que sur le terrain, ce n'est absolument pas cela. La meilleure façon de dénigrer quelqu'un, c'est justement de présenter la personne sous une fausse image, qu'elle est inférieure, elle a tel défaut, elle a tel problème, etc., pour décrédibiliser la personne de manière à ce que lorsqu'elle voudra dire quelque chose, on ne va pas la prendre au sérieux. Et c'est vraiment cette politique-là qui est mise en place, mais malheureusement pour eux, ce narratif fonctionnait à l'époque où les informations étaient centrées par des structures bien établies, mais aujourd'hui, avec la démocratisation du multimédia où les informations peuvent maintenant venir de toutes les sources, ces genres de narratifs ne passent plus. Ça ne passe plus. Les gens savent exactement qu'il y a beaucoup de l'esbrouf dans ce qui est en train d'être dit, que sur les faits, ce n'est pas le cas. C'est clair que sur base de ce que les Européens, les Américains ont fait par rapport au non-respect du droit international, ils ont créé des précédents. Ils ne peuvent plus reprocher, par exemple, à la Russie, ils ne pourront pas reprocher à la Chine de prendre certaines mesures parce qu'ils ont créé un monstre qui maintenant se reflète contre eux. Donc, j'ai beau entendre la personne parler et donner son point de vue par rapport à cela, mais sur le terrain, les dynamiques sont complètement différentes de celles qui est présentée par ce monsieur bien imbu de lui-même. Freddy, qu'est-ce que tu penses de ce monsieur Root? Qu'est-ce que je dis? Un valet de l'Empire, hein, c'est tout. Ce Ouais. type, il est là pour dégoiser la doxa. Point. Hein. On sait très bien que l'OTAN, ce sont les USA. Hein. Faut pas chipoter. Donc, lui, c'est le valet des USA. Hein. Enfin, donc, il parle pour son chef. Hein. Ça, c'est déjà un. Deux, ils ont tous la même maladie. Ce sont des impérialistes. Donc, ils méprisent les autres, mais c'est comme Michel a dit, on méprise l'autre. Oh, il est trop petit, trop faible, il ne vaut rien, tout ça. Et c'est pour ça qu'ils ont très mal analysé la Russie au moment de l'invasion de l'Ukraine. Ils ont cru qu'ils allaient laminer la Russie comme pour boire un coup. Et puis, finalement, c'est nous qui sommes laminés. Alors, ils sont tellement imbus de leur personne, tellement orgueilleux qu'ils ne veulent pas l'avouer. Mais les faits, eux, ils vont l'imposer. Nous sommes en train d'être ruinés. C'est pas compliqué. Voilà. Tatiana? Oui, ben écoute, c'est comment dire, diviser pour mieux régner, voilà. En expliquant ça en russe, ça fait que les Russes ils vont se fâcher et de dire oui, c'est pas vrai, non, 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 on n'est pas aux ordres de la Chine et tout. Mais bon, écoute, la Chine a besoin de la Russie sur plusieurs points de vue. Rien que déjà sa sortie dans la mer. Aujourd'hui, donc, les fameuses routes de soie, comment dire,
qui régnaient par terre sont pas encore au point. Et la Russie, s'il veut sortir, pas la Russie, la Chine dans les mers, ne serait-ce que pour faire de la commerce, elle a qu'une seule sortie pour elle, qui est, on va dire, sans danger, c'est vers le nord, là où il y a donc la Corée du Nord, la Russie, pour passer justement et emprunter les chemins du Nord. Rien que pour ça, elle est dépendante de la Russie. Et il y a plusieurs autres points sur lesquels la Chine est dépendante de la Russie. La Russie est aussi dépendante de la Chine. Et il faut juste dire qu'aujourd'hui, la Russie, justement, en ayant tout sur place, si le monde entier se coule autour d'elle, elle pourra survivre. Peut-être pas bien, mais elle pourra survivre. La Chine, sans la Russie, il aura plus du mal. C'est un fait. Donc, ce qu'ils disent, c'est jamais, comment dire, prêcher du faux pour un peu mettre les gens dans une situation pour foutre du caca boudin, comme du petits enfants. Voilà. C'est rien d'autre. Tout ça, c'est entièrement faux. Et les Russes, en tout cas, eux, ils sont conscients de ça. Alors, nous allons passer à autre chose. Oui. Autre chose. Autre chose. Oui. Bonjour à tous. Je me félicite de l'adoption ce matin de trains de sanctions visant des individus et des entités ayant porté atteinte aux intérêts de la France et de l'Europe. C'est l'aboutissement de démarches que j'ai entreprises personnellement et dont je me réjouis. Nous actons ce matin à Bruxelles l'interdiction d'accès au territoire européen et le gel des avoirs pour 6 magistrats russes responsables de la criminalisation de la liberté d'expression, 16 individus russes responsables d'opérations de déstabilisation et de manœuvres informationnelles en Europe, 7 individus moldaves responsables d'opérations. Oui, bon, les pauvres, quand même. Maryse, qu'est-ce que tu en penses? Je suis scandalisée, tout simplement. Je ne comprends pas, enfin si, je comprends. Je comprends toutes les implications qu'il y a dans le fait de toujours accuser les Russes. Les Russes sont responsables de tout. Moi, je ne peux que les remercier dans la mesure où, s'ils n'étaient pas intervenus en 1945, on ne parlerait pas le français, déjà. Hein, ça, c'est un fait. Maintenant, je suis scandalisée par le fait que la France veut absolument, comment dirais-je, décrédibiliser les Russes vis-à-vis de l'Ukraine, alors qu'en fait, si l'Europe a cette, comment dirais-je, envie de faire la guerre, c'est pour cacher le bilan absolument lamentable qu'ils ont depuis qu'on est dans l'Europe. Je pense que c'est ça. Et le fait de dire on va sanctionner un peu plus les Russes, non. Les Russes, ils s'en tapent royalement de ce que l'Europe peut les sanctionner. Ils n'ont pas besoin de l'Europe pour vivre. Pas du tout. Freddy, Monsieur Barrot, Jean-Noël Barrot, qu'est-ce que tu en penses, toi? Plus tu en montres de ces gens-là, plus je suis désespéré. Et alors, il vient avec sa liberté d'expression. Moi, j'habite en Belgique. Ils sont en train de sortir une loi pour réprimer les gens qui soutiennent les Palestiniens à Gaza. Donc, notamment, ça s'appelle Samidoun. C'est un groupe qui s'occupe des prisonniers là-bas. Il faut savoir que le traitement que les Israéliens infligent aux prisonniers palestiniens, c'est équivalent aux nazis en 40. Hein. C'est des tortures, des trucs inimaginables. Hein. Inimaginables. Alors, mon État démocratique va sortir une loi qui va réprimer ceux qui défendent les prisonniers palestiniens, quoi. Et après, on me parle de démocratie. Voilà. C'est tout à fait le deux poids deux mesures à 100%. Tatiana, Monsieur Barrot, Bah, écoute, première chose, je voulais quand même dire que il était temps, il était temps d'enfin mettre des vraies sanctions au point, parce que ça fait 3 ans et demi que ça dure. Ils ont fait déjà 17-30 sanctions et toujours ils allaient à la légère. Ils disaient à chaque fois que c'est les dernières, les ultimes, le plus fort.
Et là, quand même, voilà. Non, mais c'est ridicule. Non, mais c'est ridicule. Ils savent même plus quoi trouver, quoi. Regardez, aujourd'hui, aucun journaliste russe n'a pu venir, n'est convié à aucune manifestation, à aucune conférence de presse. Les journalistes russes, ils sont interdits à conférence de presse en Occident. Tous les journalistes de l'Occident peuvent venir aux conférences de presse en Russie. Les journalistes français peuvent se balader facilement à Moscou et d'interviewer des gens, ça ne leur pose pas de Alors, problème. À attends, chaque fois qu'il y a des conférences de presse de Poutine, les journalistes occidentaux sont présents. Et où la liberté de la presse Ah non, là-dedans? et Tatiana, ça c'est en Europe, enfin en France en particulier. Mais par exemple, au Canada, il y a des journalistes, aux États-Unis, il y a des journalistes russes qui se baladent quand même. Non, là, on parle Pas des seulement l'Occident. transactions européennes. On parle de Europe. transactions européennes. Pardon, Europe. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Europe aujourd'hui, elle n'a rien d'autre. Mais s'il arrête ces sanctions, Philippe, il faudra qu'il rende le pognon des avoirs. Et qui c'est est-ce qu'il est toujours là, ce pognon? Quand ils ont démarré on va dire tout ça, ils étaient persuadés que la Russie va perdre. Qui te dit que ce pognon est toujours là? Ils n'ont pas le choix, ils doivent continuer, quoi. C'est vrai que c'est triste à voir. Ils s'enlisent plus en plus dans leur médiocrité et ils sont en train de serrer eux-mêmes le cou, la corde de leur propre cou, mais ils ne peuvent pas faire autrement. Ils n'ont plus le pognon à rendre. Donc, ils sont obligés de le faire. C'est comme ça. Voilà. Je dis, écoute, c'est triste, c'est juste triste, mais bon, c'est pitoyable. Et Ce les qui est, Russes, oui, ça en fait rire. ce qui est dommage dans tout ça, c'est le fait que l'Union européenne ne semble pas avoir remarqué que les choses ont changé. Il y avait, à l'époque, quand ils ont commencé les pénalités, les sanctions contre la Russie, je me souviens encore de ce ministre qui passait, nous avons pris des mesures radicales, nous allons mettre l'économie de la Russie par terre, etc. À genoux. Je pense qu'ils n'ont pas peut-être regardé sous quel angle l'économie allait être par terre. C'est peut-être vu de haut ou vu de bas. En tout cas, ce n'était pas ce qui a semblé marcher. Ils le faisaient parce qu'ils étaient une caisse de résonance de la politique américaine. Et l'Amérique voulait tout faire pour que ils puissent neutraliser la Russie. Il y a ce vieux projet qui existe où il faudrait démanteler, démembrer carrément la Russie en plusieurs petites républiques. Comme ça sera beaucoup plus facile à gérer et tout. Et les Européens sont restés sur cette logique-là. La politique a changé, mais eux ont du mal à se défaire de ce rythme qu'ils ont pris et ils continuent encore et encore à mettre en place des politiques qui, au final, se retournent contre l'Union européenne, contre les pays, les habitants de l'Union européenne, et qui causent plus du tort à l'Union européenne qu'à la cible initiale, la Russie. Je regarde les reportages sur la vie en Russie, etc. Les gens ne sont pas aussi affamés qu'on voudrait les présenter par LCI ou bien l'autre, la BFM TV, etc. et tout. Il y a ce fait que l'Europe à force de toujours vouloir être à la queue d'une certaine direction, a fini par être complètement déconnectée et se retrouve comme un wagon seul sur un rail, sans locomotive, et qui continue à croire qu'il fait partie d'un convoi. Et malheureusement, ça ne donne pas des résultats concrets. Moi, je dirais que M. Barrot, il est complètement barré avec ces nouvelles politiques qui ne viennent apporter rien de plus. Et ce qui me choque aussi, c'est le fait que je vois cette virulence vis-à-vis, par exemple, de la Russie et absolument cette apathie vis-à-vis de ce qui se passe en Palestine. On a parlé de deux poids, deux mesures. On en a de plus en plus une illustration. Si jamais l'Union européenne ne s'est pas restée droite dans ses bottes dans toutes les situations,
elle perdra automatiquement tout crédit, toute crédibilité. Et ça ne me surprend pas que les gens écoutent de moins en moins l'Europe. L'Europe attire de moins en moins. Je vois l'Afrique, l'Asie, les Amériques, ils ont de moins en moins d'intérêt vis-à-vis de l'Europe. Il fut un temps, quelques dizaines ou vingtaines d'années, où l'Europe, c'était vraiment la référence. Aujourd'hui, c'est devenu un terrain à éviter. Hmm. C'est triste. Tatiana, toi qui vas souvent en Russie, les sanctions, ça a touché quelqu'un? Non. Bon, moi, sur ma chaîne, de temps en temps, j'aimais les visites dans les supermarchés russes. Vous allez voir, c'est parfois quand je fais quelques courses à Paris, j'ai dit, ah, je veux être à Moscou. J'en trouve plus rien. Non, 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 voilà. Vous pouvez aller voir de temps en temps, quand je suis à Moscou, je fais des petits vidéos juste pour montrer comment ça se passe. Après, vous allez me dire que c'est à Moscou, mais bon, je dis, c'est en périphérie de Moscou. Donc, je vais, comment dire, dans les supermarchés de ce qu'on appelle les quartiers dortoirs. Et je vous assure qu'on vit sacrément mieux aujourd'hui en Russie qu'en France, en tout cas à Paris, voilà, parce que je compare les deux capitales. Sinon, je voulais juste rajouter une petite remarque. Euh, Michel, quand tu dis les États-Unis, que l'Europe, elle suit la politique américaine, c'est pas vraiment la politique américaine, c'est, on va dire, je dirais même pas des démocrates, c'est plutôt, on va dire, les politiques de mettre de l'argent, enfin, je dirais, ceux qui possèdent un petit peu le monde entier aujourd'hui, donc que ce soit les banques, que ce soit donc les investissements et autres, c'est les corporations, donc c'est cela qu'il suit. Et aujourd'hui, tout simplement, elle n'a pas le choix de faire autrement. S'il le fait pas, c'est-à-dire c'est non seulement donc non seulement leur comment dire, c'est non seulement leur carrière, comment dire, et leur poste qu'ils risquent, ils risquent carrément leur vie, quoi. Ils risquent carrément la prison. Donc, ils vont continuer jusqu'au bout, peu importe, parce qu'ils essayent toujours de faire quelque chose. Et elles peuvent y arriver, parce que regardez, là, on a d'autres fronts qui vont s'ouvrir, donc à Azerbaïdjan, avec l'Arménie, donc autour de la Russie. Il y a la banque centrale russe qui nuit énormément donc, à l'économie russe. Il y a plein d'autres choses, je veux dire. Et s'il pense qu'il peut agir encore comme ça, ce qu'elle pense qu'il peut encore gagner. Et ça, il ne faut pas oublier. Je veux dire, les choses sont beaucoup moins simples telles qu'on le croit. Il n'y a pas que l'Ukraine qui est utilisée contre la Russie, il y a plein d'autres choses. Donc, c'est pas si simple. Et l'économie russe aujourd'hui, c'est pas si évident que ça. Justement, avec le taux d'intérêt que la centrale banque propose aujourd'hui, qui frôle les 30%, je répète bien 30%, il y a énormément d'entreprises aujourd'hui qui sont dans l'obligation licencier alors qu'il y a déjà un chômage, comment dire, négatif, tout simplement parce qu'ils ne s'en sortent pas. Donc, c'est, comment dire, c'est pas, la Russie n'a pas encore gagné. Et là, je pense pas qu'il va perdre, mais les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Et si l'Europe, elle peut se permettre d'agir comme ça, c'est qu'elle a encore des cartes dans son jeu. Voilà. En fait, c'est que je voulais dire par L'Europe, rapport à... je parle pas des pays, bien sûr, je parle Non, de je cette comprends tout à fait. Europe atlantiste qui essaie de prendre le pouvoir mondial. En fait, c'est que je voulais aussi souligner ici, par là, en parlant de caisse de résonance, c'est qu'il y avait une certaine politique qui avait été appliquée au niveau des États-Unis et que l'Europe suivait, puisque les Oui. États-Unis allaient dans une certaine direction. Ils ont pris une autre tournure. L'Europe reste dans cette logique initiale et ils doivent bien sûr rester dans cette politique-là. Mais le seul problème, c'est que l'Europe n'a plus le statut et les composantes qu'elle disposait à l'époque. Aujourd'hui, je dirais le combat de l'Europe contre la Russie, ça serait, pour reprendre un proverbe belge qui ferait plaisir à Freddy, c'est le combat de la cruche de fer et de la cruche en terre. Mhm. Mm. Bah écoute, ils font des sanctions. Ça fait rigoler doucement tout le monde. Bon, écoute, c'est tout ce que leur reste. Hmm. C'est comme pour la magie. Si jamais tu veux que ton truc réussisse, il faut que tu attires l'attention sur quelque chose d'autre pendant que tu fais ton tour de l'autre côté. Et tout à coup, tu fais apparaître quelque chose, on dit waouh, extraordinaire, mais en fait, tu n'as fait que
à détourner l'attention. Et je pense que la politique européenne vise justement à détourner l'attention des vrais problèmes qu'il y a, aussi bien au niveau des différentes nations que dans l'Assemblée même de l'Union européenne. Oui. Ça, c'est normal. La Russie, aujourd'hui, on la met responsable de tous les malheurs du monde. Il paraît que même les gilets jaunes, voilà, c'était les Russes qui ont donc inventé tout ça. C'est Donc vrai que quoi qu'il arrive, faites attention quand vous allez tousser, ça va être la faute des Russes. oui, 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 comme je le dis, hier, il y a un moustique qui m'a piqué. Je dis, c'est un agent de KGB, les fameux qui vient de sucer les sons des pauvres petits Européens. Non, mais c'est vrai que c'est très facile. Mais ce qui est horrible, c'est qu'il y a énormément de gens en France croient en ces sonnerettes. Parce que quand on ne regarde que la télé, quand on regarde les BFM, LCI ou autres, tout au long de la journée, un mensonge qu'on répète plusieurs fois, à un moment donné, devient une vérité. Et parfois, sur ma chaîne, parce que j'ai une petite chaîne justement où je montre les petits magasins russes de temps en temps, enfin, pas souvent, mais il m'arrive d'avoir des gens qui viennent pour opposer à ma version, donc les versions, on va dire, autres. Et là, je vois exactement, mais exactement les mêmes propos qui circulent constamment sur les chaînes, dire, achetées par les gens qui possèdent l'argent du monde. Et c'est assez horrible de voir à quel point on peut rendre la population totalement abrutie par tout ça. C'est comme ça. Alors, Par on va contre, passer à un les autre régions sujet. méritent. On va passer à un autre sujet. C'est Il pleut chez moi là. Nous partons en Ukraine où le Parlement a adopté une loi controversée remettant en cause l'indépendance de deux instances anticorruption. Le président Zelensky l'a promulguée hier soir en dépit de la colère que ça provoque. Oui, et illustration de cette colère, des manifestations dans plusieurs villes du pays, dont la capitale. Nous n'avons pas choisi l'autocratie, pouvait-on lire sur certaines pancartes. Manifestations antigouvernementales les plus importantes depuis le début de la guerre. alors les manifestations en Ukraine. Alors, je Je crois me suis chez moi. Voilà. oui. Désolé. Je vais me mettre à l'abri. Ah, il pleut? Oui, il pleut. Ah, dis donc. Alors, les manifestations en Ukraine. Qui veut prendre la parole? Oui, Freddy. Ah oui. Euh, les deux lois, les deux lois qui sont en suppression, enfin sous contrôle, elles ont été créées en 2014 lors du Maïdan, donc lors du coup d'État, parce qu'il faut bien préciser que c'était un coup d'État en 2014. Et ça a été créé par, en fait, par les Américains, comme toujours, hein, pour donner l'illusion qu'ils luttaient contre la corruption dans ce pays ultra corrompu. Voilà. Et ceux qui font des réflexions anticorruption habitent dans des pays qui sont aussi corrompus, au cas. Aussi bien la France que la Belgique. À tous les étages, la corruption est là. Bien sûr, en Ukraine, c'est le champion. OK. Mais chez nous aussi, hein, la corruption, ça vaut le bon. Ah, excuse-moi, hein. Ça fait partie du système, en fait. Ça vit là-dessus, hein. Ça vit sur la tricherie, le vol, voilà quoi. Mais dans cette affaire-là, ce sont les peuples qui payent. Nous payons. Et alors, oui, tantôt je voulais le dire, mais je le dis maintenant, euh, on a l'air de mettre sur le côté Trump. Mais c'est la pièce maîtresse, ce mec, hein. C'est la pièce maîtresse dans le drôle de théâtre dans lequel on est, hein. C'est lui, hein, qui tire les ficelles de tous les sens. Il a entubé, entubé, c'est une expression qui permet de ne pas dire enculé, excuse-moi. Il a entubé Il y a le professeur. l'Allemagne, notamment le gazoduc Nord Stream, hein. Et la soumission de l'Allemagne est telle qu'ils n'ont rien osé dire, alors qu'il était en train de sacrifier l'économie et de mettre le pays en récession. C'est extraordinaire. Le niveau de soumission, c'est extraordinaire. Voilà. La seule chose qui peut nous sauver, ben, ce sont les BRICS, le Sud global, qui lui se fout pas mal de l'Europe et de tout ça, et va passer au-dessus. Et alors, on va essayer de rapprocher le wagon, si c'est possible.
on va implorer, est-ce que vous voulez bien nous prendre, hein? Parce que Trump, lui, l'Union européenne, c'est la pompe africaine. Le reste, il n'en a rien à cirer, hein? C'est clair et net, hein? Lui, l'Europe, il n'en a rien à cirer. Tatiana, Oui, qu'est-ce que tu en penses? j'ai, Je crois que tu as un avis là-dessus. alors, du coup, on avait parlé plus vaguement tout à l'heure dans notre revue de presse, donc des médias russes. On a abordé ce sujet avec plus de détails, mais je voulais quand même aussi préciser de quoi il s'agit quand on parle de cette institution donc, qui était fermée. Alors, on dit oui, ben, c'est genre une institution anticorruptionnelle. Donc, oh là là, c'est scandaleux. Vous savez que dans le monde, il n'existe que deux pays dans lesquels il y a ce principe de deux, on va dire, institutions de justice complètement parallèles et indépendantes. Donc, il y a une justice officielle, donc avec le procureur de la République, avec des juges, et vous avez donc une autre institution, soi-disant, donc, qui lutte contre les corruptions, aussi avec un procureur et avec des juges. Et cette institution-là, donc, qui ne dépend pas de l'État, qui ne dépend de personne, qui donc était fondée par l'Union européenne, enfin par l'Occident en l'occurrence. À l'époque, c'était donc les Américains, mais aujourd'hui, il est sous le chipotage de l'Union européenne. Et c'est par cette institution-là, finalement, que se passe, vous allez en rire, mais se passe c'est un circuit de corruptionnel, donc entre l'Ukraine et l'Europe. Aujourd'hui, il y a un problème de choix partagé. Moi, il y avait 150 milliards qui étaient donnés à l'Europe pour l'Ukraine. L'Europe, aujourd'hui, elle refuse de filer cet argent-là à l'Ukraine. Zelensky dit, si c'est comme ça, je ferme la boîte finalement qui vous file du pognon depuis toutes ces années-là, parce que l'Ukraine, c'est quand même un bon mangeoire pour tous ces messieurs dames en Europe. Et les autres, ils les ont organisés en Maïdan pour dire, ben, mon coco, crois pas tout puissant, on peut appuyer sur le bouton et tu sautes. Donc, du coup, il a changé la loi très rapidement pour dire non, 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 je reviens en arrière. Mais ce qui est drôle dans tout ça, c'est que les gens qui manifestent dans la rue, avec leurs jolis petits cartons, tous limite, je veux dire, sortis de même usine, ils ne manifestent pas pour les problèmes de guerre, pour les problèmes de droits humains qui sont complètement bafoués par le fait que les frontières sont fermées, par le fait qu'on attrape les gens dans le rue comme sur le front, par le fait qu'on a supprimé toutes les aides sociales, par le fait que l'État est totalement, je dirais, ruiné. Non, ils manifestent par le fait qu'on a fermé une institution indépendante qui n'appartient même pas à l'État, à personne, qui le lien entre donc l'Ukraine et entre guillemets l'Occident, qui permet justement ce transfert du pouvoir. Les gens ils savent même pas ce que c'est comme un organisme contre lesquels, pour les fermetures desquelles ils manifestent aujourd'hui. Ils ne sont même pas au courant. Et il y a beaucoup d'autres choses pour lesquelles on peut manifester. Mais ils ne manifestent que pour ça. Donc là, c'est vraiment, je veux dire, c'est une histoire de chantage entre, aujourd'hui en tout cas, l'Ukraine et l'Union européenne, mais je l'ai gros comme une trottinette. Voilà. Et C'est toi, encore une Michel, fois. comment vous voyez ça au Canada? Bon, il est vrai que on voit le reportage sur ces personnes qui sont en train de manifester et je ne sais pas si jamais ce n'est pas quelque chose qui est fait à dessein parce que ça va en rapport avec un certain narratif. Je suis convaincu que il y a eu d'autres manifestations où des gens protestaient sur le fait que, bon, on commençait à attraper des gens en cours de route. Je pense qu'il y avait des manifestations, mais la seule chose, pourquoi on nous parle de ceci et pas des autres, c'est parce que ce point-là particulier est dans les intérêts directs de l'Occident. Donc, comme ça va en rapport avec ce qui est présenté, j'ai suivi Madame van der Leyen dire que non, on va dans la mauvaise direction, etc. Déjà que je trouve qu'elle a un certain culot de donner des leçons alors que elle-même, elle Elle-même, devrait plutôt ouais. en recevoir et d'État. Donc, il y a ça. Mais je pense que par rapport à cela, il est important qu'il ait une forme d'autonomie où on peut aller à l'encontre de toutes les formes de corruption. Il faut les combattre. C'est bien qu'il ait des structures qui veuillent combattre cela. Euh, je pense que là, pour le moment,
la politique, c'est vraiment d'essayer de moins mettre l'accent sur cet aspect-là, parce que je pense que d'une part, le président ukrainien sentant sa mort politique prochaine arriver, a intérêt à se ménager quelque chose. Souvenez-vous, il y a eu ces genres de reportages où on a dit, tiens, on a envoyé, je me souviens plus si c'était 100 millions ou 200 millions, et ils disent que nous, en fait, on reconnaît avoir reçu seulement une partie de la somme et l'autre partie a disparu. Souvenez-vous que le président Volodymyr était dans la liste de Panama Papers. Oui. Donc, il y a des structures qui sont là. Les personnes qu'on a cherché à sanctionner sont des personnes qui sont dans l'entourage du président actuel. Donc, il essaiera de se préparer un peu son bas de laine pour le cas où sa mort politique interviendrait et ça serait alors la fin des haricots. Donc, il doit faire quelque chose dans ce sens-là. Les gens vont parler par rapport à ça, mais je pense que ça serait plus en rapport avec le narratif qu'on veut nous présenter. Je suis convaincu qu'ils sont en train de parler, les Ukrainiens manifestent pour d'autres choses. Seulement, on ne met pas des caméras là-dessus pour montrer ce pourquoi ils sont en train de manifester, parce que ça va à l'encontre du narratif occidental qui est là pour le moment. Donc, que les gens s'expriment, c'est une bonne chose, mais il faut voir aussi entre ce qui est présenté et le fond même du problème, qui est le problème de la corruption. Et ce problème-là de corruption, il est beaucoup plus profond qu'on voudrait le croire et le penser. Mais alors, Michel, Tatiana, excusez-moi. Oui. Je voulais dire quand même que, en parlant des autres manifestations, il n'y a pas de manifestations en Ukraine et toutes les manifestations sont extrêmement sévèrement punies. Contre cette manifestation-là, il n'y a rien, il n'y a aucune punition. Tout simplement parce que les Ukrainiens, enfin les autorités ukrainiennes, elles savent très bien par qui cette manifestation est organisée. Ici, Madame Vardalienne, là, Ursula, donc ma jumelle maléfique là, s'il est en train de monter sur ses grands chevaux, c'est tout simplement que, encore une fois, cette structure était justement une passerelle corruptionnelle entre l'Ukraine et l'Union européenne. En gros, en fermant cette structure, on a coupé le robinet d'arrivée du pognon vers l'Union européenne. Et c'était un petit chantage que Zelensky a fait par rapport à l'Union européenne qui a refusé d'envoyer l'argent de la dernière, donc 150 milliards qui était prévu pour ça. Et on organise ce Maïdan pour un peu mettre, on va dire, Zelensky, enfin, c'est, comment dire, c'est pour lui montrer que si on a envie de se débarrasser de lui, on peut le faire. Dans cette organisation de ce Maïdan, tu as donc Klitschko, qui est le maire de Kiev, qui rêve de prendre la place d'Ermak. Donc Ermak, c'est vraiment la tête pensante de ce gouvernement extrêmement corruptionnel. Et je veux dire, tout ça, c'est vraiment les affaires internes de partage du pognon dans lesquelles cette structure-là, elle avait donc un rôle d'une passerelle. Le peuple qui manifeste, et d'ailleurs vous allez voir comment il manifeste, je veux dire, tous avec les mêmes pancartes, il y a pas une vraie... Les limites des gens qui manifestent aujourd'hui, c'est les gens qui sont payés pour ça. Il n'y a aucune réelle manifestation. Il y avait une manifestation il y a un an justement devant le maison de syndicat parce que il y a donc les maisons de syndicats où il y avait les Russes qui étaient brûlés vifs il y a quelques années de ça. Donc on a voulu installer donc déjà donc, des restaurants un peu bordel, on va dire, des sex shops, les restaurants, on va dire, avec des filles qui dansent aux étages et en sous-sol un grand donc comment on appelle ça, un casino, enfin on peut jouer. Et il y a des gens qui ont manifesté parce qu'ils ont dit que non, c'est pas possible, la maison de syndicat ne peut pas servir à un bordel, quoi. Mais cette manifestation-là, elle était très vite, on va dire, supprimée. Cette manifestation qu'on voit aujourd'hui, elle paraît trop pacifique et les autorités ukrainiennes, vis-à-vis de cette manifestation, se tiennent vraiment au carreau. C'est une manifestation qui est organisée par les Occidentaux pour justement mettre Zelensky en garde. Voilà.
Ce n'est que ça. Et c'est pour ça d'ailleurs. Pour déstabiliser peut-être Zelensky, tout simplement. Non, pour les mettre en garde, de dire non, mon coco, tu te tiens tranquille, tu n'as pas, je veux dire, tu es un exécutant, tu n'es pas quelqu'un qui décide, tu n'as pas le droit de décider. Voilà. Donc. Maryse, qu'est-ce que tu en penses de ces Oui, mais moi je vais être très prudente parce qu'effectivement, je ne connais pas la raison pour laquelle ces gens manifestent et la raison pour laquelle on nous montre ces photos. J'aurais tendance à être d'accord avec Mike pour dire qu'il y a une raison qui est cachée, que c'est peut-être voulu qu'on nous montre ces gens qui manifestent. Moi, je m'étonne qu'ils ne manifestent pas parce que leur président n'est plus président déjà. Depuis 1 an, il n'a plus de mandat. Même plus d'un Donc an. déjà, ils auraient dû depuis cette époque-là, ils auraient dû manifester. Ouais. Bon, maintenant, comme je te dis, je n'ai pas de, je connais assez mal ce qui se passe en interne. Je ne vois pas. J'aurais peur de dire des bêtises si, mais je pense qu'il y a des raisons cachées, effectivement. Tu as tout à fait raison, Marie. Ils ont suffisamment de raisons pour manifester, rien que par le fait déjà que le pays est fermé, qu'il n'y a aucun respect de la vie humaine, que le président, tout comme le Parlement, ne sont plus légitimes, par le fait que l'Ukraine était totalement vendue à l'Occident et que plus rien n'appartient à son peuple, par le fait qu'on a supprimé les retraites, qu'on a supprimé toutes les aides sociales, par le fait qu'on est en train de justement rouler les gens, et par les impôts qui sont absolument gigantesques. Il y a beaucoup, beaucoup de choses pour lesquelles les Ukrainiens peuvent sortir dans la rue. Pour cela, ils ne sortent pas. Je veux dire, même s'ils s'autorisent, donc il y avait là les TTK, donc ça veut dire les boîtes de recrutement qui étaient bombardées par des Russes, et il paraît que c'est les Ukrainiens qui ont indiqué, donc donné les coordonnées pour que ce soit bombardé, et il y en avait d'autres qui ont liké. Les Ukrainiens qui ont simplement liké les postes dans lesquels on a monté les bombardements de TTK étaient arrêtés. La police leur a rendu visite. Donc il y a vraiment, je veux dire, on opprime vraiment, vraiment presque tout. C'est pour ça qu'il y a pas de manifestation pour d'autres raisons. Cette manifestation-là, elle est non seulement, on va dire, je suis sûr que les Ukrainiens ne savent même pas pourquoi elle manifeste. Et d'ailleurs, on ne nous explique pas en Europe pourquoi. Cette structure-là, je veux dire, il n'y a que 2 pays qui l'ont. C'est la Roumanie et l'Ukraine. Personne d'autre. Et donc là, ils manifestent pour ça. Et ça se passe hyper gentiment. On ne voit pas un seul policier dans un pays où le peuple est reprimé pour le fait même de liker les faits qu'on est en train de bombarder donc les boîtes de recrutement, là, c'est limite, je veux dire, c'est spécifique. Et d'autant plus, oui, effectivement, le fait qu'on ne le montre comme ça, c'est plus qu'étrange. Jusque-là, on n'a jamais parlé, je veux dire, tout le monde sait qu'il y a une corruption énorme là-bas. Dans un pays avec autant de corruption, il ne peut pas exister une société qui ne sera pas corrompue. D'autant plus qu'ils gèrent justement les corruptions. C'est pas possible, quoi. Et surtout une société qui était fondée et restée sous la gouvernance pendant des années, donc d'abord des démocrates, maintenant de l'Union européenne. Donc, encore une fois, je veux dire, on nous raconte vraiment de n'importe quoi. Alors, nous allons aller au Parlement européen. Trump, il a dit quoi aux Congolais? Il a dit « Ah, si vous voulez la paix, va falloir me filer vos richesses. » Donc il impose un deal aux Congolais qui lui offre le contrôle des minerais. C'est ce qu'on appelle du racket, tout simplement. Parce que d'abord, l'Occident, l'Europe aussi d'ailleurs, a sponsorisé le Rwanda, les rebelles, la guerre à l'Est, pour piller les minerais du Congo. Et ensuite, ils viennent proposer la paix des voleurs et même ramener des mercenaires américains pour contrôler les mines des Congolais. En Ukraine, effectivement, ils font pareil. C'est vous voulez un soutien? Écoutez, vous allez nous céder vos matières premières, au Moyen-Orient aussi d'ailleurs, de la Libye à l'Iran, passant par l'Irak. Chaque pays, tout pays qui veut contrôler son gaz et son pétrole se fait attaquer, se fait bombarder. Même les Palestiniens aujourd'hui se font dégager pour avoir un accès pour voler
justement leur gaz. C'est ça l'impérialisme. Hein, on le sait très bien, l'Afrique n'est pas pauvre, l'Afrique est appauvrie. Et cela crée aujourd'hui de la colère. Et si l'Europe ne change pas d'approche, nous serons chassés avec le goudron et la plume par les Congolais, par les Africains. Et c'est là où il y a une responsabilité de ne plus suivre cette politique impérialiste que nous avons suivie en soutenant les rebelles, le Rwanda et d'autres impérialistes comme les États-Unis. Michel, alors, que fait l'Union européenne au Congo? Rien, rien. À part le fait ils ont signé des contrats avec le Rwanda pour l'acquisition des minéraux rares, minéraux qui ne sont pas disponibles au Rwanda, et que, étrangement, l'Union européenne était disposée à acheter chez le Rwanda. Donc, pour ainsi dire, légaliser et cautionner ainsi, c'est que le pillage qui se faisait à l'est du Congo. L'Union européenne, à un moment, quand on a commencé à un peu trop parler là-dessus, a réagi à un moment en disant nous allons revoir cela. C'est resté au stade de la révision. Rien n'a été changé sur le contrat qui a été signé. L'Union européenne est là pour donner des conseils. Il faudra faire ceci, il faudrait que vous puissiez vous discuter entre vous, etc. Mais ce n'est pas exactement ce qu'ils sont en train de dire ailleurs. Donc, l'Union européenne n'est plus crédible en Afrique, n'est plus crédible au Congo, en dépit des beaux discours qu'ils peuvent avoir. Donc, M. Botenga qui est en train justement de montrer le discours superficiel de l'Union européenne par rapport au Congo, ben, c'est quelque chose qui va un peu consoler les Congolais parce que la situation de la guerre du Congo, qui dure déjà plus de 30 ans, est une situation connue et pourtant gardée dans le silence au détriment des vies qui meurent, des âmes qui sont, des personnes qui sont déplacées, des vies qui sont complètement détruites. Il y a un moment, l'Est du Congo, c'était la capitale du viol parce qu'on y violait des quantités astronomiques des femmes, on tuait des enfants, etc. Bon, l'Union européenne savait cela, mais a décidé de botter en touche et de regarder ailleurs. Donc, l'Union européenne, au Congo, c'est un chapitre qui n'a pas de raison d'être. Il n'y a rien. C'est vide. Freddy? Oui, là, j'ai des affaires à dire parce que moi je suis belge. Et là, c'était le Congo belge, je me signale. Hein. Donc c'est là que notre grand roi bâtisseur, comme on l'appelait, le barbu, Léopold II, est allé envoyer ses mercenaires, couper les mains aux Noirs qui ne travaillaient pas assez pour apporter des richesses. Hein. Et les Anglais avaient vu sur les richesses du Congo. C'est un pays extrêmement riche. Et ils ont mené une campagne contre le roi de Belge, notamment le prétend pédophile et autres choses du genre, pour le faire quitter. Et alors lui, sentant un peu comme Zelensky, sentant le brûler, il a cédé le Congo en Belgique, en échange quelques restum de richesses de palais, de ça, mettons. Voilà. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que les soldats belges, au Congo, ont poursuivi la même politique. Les Belges massacraient les Noirs, les Congolais. Les soldats, les officiels belges massacraient les Congolais. Ça, on ne dit pas hein, dans l'histoire. Hein. Ah. Alors, comment... Oui, ce que je veux dire, les dirigeants européens de l'Union européenne, pas des autres, de l'Union européenne, il faut savoir, c'est imagé, mais ils ont tous un casque colonial vissé à la tête. Hein. Ils ont tous un casque colonial. Ils raisonnent toujours avec ça. Donc, le pillage du Congo chez eux, c'est normal, quoi. C'est normal.
Pourquoi les droits de l'homme? Alors, il y a tellement de richesses à prendre. Faire travailler les enfants dans les mines sans sécurité, alors, ça rapporte, hein. Mm. Voilà. Donc, nous sommes l'Union européenne est un conglomérat d'impérialistes dont l'exploitation du peuple, ils n'en ont rien à cirer, hein. Et ça arrive maintenant en local, chez nous. Donc, je parle de la France, la Belgique, tout ça. Chez nous, l'exploitation est en train de prendre un degré important parce que le pays est en ruine et ils prennent des mesures budgétaires, notamment pour défendre, soi-disant, l'Ukraine. Et le peuple, moi je vois ça en Belgique, est en train de s'appauvrir grandement, hein, grandement. D'ailleurs, le 14 octobre, il y a une grosse manif à Bruxelles. Je suppose qu'on en fera une grève générale. Voilà, à suivre. Freddy, t'es du PTB, toi, non? Non, Ah non, non. j'ai été longtemps. J'y étais. Maintenant, je suis indépendant. Communiste. Encore. Communiste. Un ancien soviétique, quoi. Un ancien russe, quoi. Tatiana, Tatiana, Bon, juste une petite, comment dire, anecdote pas très drôle. Dans les années 30 des années du siècle passé, en Belgique, on pourrait aller visiter, enfin, voir des petits noirs dans les cages, dans les zoos, voilà, à Bruxelles. C'était, on va dire, traité effectivement comme des animaux. Vous avez donc, dans leur état naturel, des familles de petits Africains qui étaient donc visitées par la population, je veux dire, snob de Bruxelles. Voilà, c'est juste comment dire, une petite parenthèse. Sinon, donc, je vais revenir à mon point de vue un peu terre à terre comme d'habitude. Je ne connais pas les termes de contrat qu'il y a entre Congo aujourd'hui et les États-Unis. Je connais plus ou moins celle qu'il y a donc entre les pays du Sahel avec la Russie, celles qui sont donc en train de le mettre au point, et ceux qui étaient avant avec la France en Russie aujourd'hui, en tout cas sur les prochaines 5 ans à venir. Donc, je ne sais pas comment ça va être par la suite. Donc, la Russie, elle propose donc dans les pays du Sahel, donc, de les aider. Donc, déjà, donc il y a des centrales nucléaires qui vont être mises donc en place. Il propose donc d'investir dans plusieurs structures, dans les écoles, dans d'autres aménagements, et en échange, donc, ils vont toucher 40% de la richesse du pays. Dire, oh là là, c'est du vol, c'est dramatique. La Russie qui va installer les centrales nucléaires, par exemple, à, à c'est sorti, enfin, bref, peu importe, Mali ou Niger ou Burkina Faso, tiens, Burkina Faso, c'est ça. Et en échange, donc, il va récupérer 40% de biens que les pays donc va produire. En revanche, si on compare avec les contrats qui étaient avec la France, c'était 90%. Donc aujourd'hui, les pays du Sahel, en rentrant donc en échange avec les Russes, vont le renverser à la Russie 40% de leurs biens. En tout cas, de ce que peut être extrait justement avec les investissements de Russes en échange dans leur pays. La France, il touchait 90% de ce bien en ne laissant aucun investissement. Donc, même si on peut dire que la Russie impérialiste va aller, on va dire, chercher les biens dans ces pays-là, l'Afrique est toujours gagnante. C'est pour ça que je le dis que les accords qui ont été signés avec les Américains aujourd'hui, je ne les connais pas. Mais si on peut voir à peu près les mêmes échanges comme avec les Russes, effectivement, il faut voir aussi qu'est-ce qu'ils gagnent et qu'est-ce qu'ils perdent. L'Afrique aujourd'hui, en tout cas les pays du Sahel qui sont justement en train de rentrer en grand échange avec la Russie, ils n'ont pas de finances pour rembourser quoi que ce soit qui va leur être livré. Donc le deal de on vous prend 40% et on vous livre tout de quoi vous avez besoin et on vous aide entre guillemets de devenir autonome et souverain le plus possible, ça peut être vu comme scandaleux puisque c'est quand même 40%. Mais c'est toujours beaucoup moins que les 90% avant quand c'était un précaré français. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Michel, qu'est-ce que tu penses, toi? Qu'est-ce qui serait bien pour le Congo?
En tout cas, je me souviens, lors d'un de nos entretiens, j'avais évoqué le fait que ça aurait été intéressant que le Congo, Kinshasa, prenne des accords avec les BRICS pour pouvoir obtenir un certain soutien. Parce que regardez, qu'est-ce qui s'est passé un peu avec la situation de cet accord avec les Américains. Les Congolais ont contacté les Américains pour dire, écoutez, on a besoin que vous puissiez venir nous aider à sécuriser la zone en question. Les guerres qui sont là sont des guerres qui sont entretenues par des multinationales anglo-saxonnes et donc des compagnies américaines. Il y a eu ce procès qui avait été annoncé contre Apple pour l'acquisition justement des terres rares, etc. et tout. Donc, venez nous aider à sécuriser la zone et en contrepartie, vous allez pouvoir obtenir une partie, un certain pourcentage d'exploitation de terres rares. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement que les États-Unis ont pris les agresseurs du Congo pour le mettre ensemble en disant discutez entre vous. Cet accord, ils ont parlé d'un accord de paix. L'accord de paix, c'est pour garantir l'exploitation. C'est juste un prétexte pour l'exploitation que les États-Unis vont faire. Quels sont les termes de ces exploitations? Ce n'est pas vraiment très bien défini. Pour ce qui est des pertes, des réparations, de la justice de toutes ces personnes qui ont été victimes pendant près de 30 ans, ça n'a même pas été l'objet de la discussion de cet accord de paix. Pourquoi? Parce que c'était juste un prétexte pour asseoir cet accord économique sur lequel les États-Unis vont se taper une part de lion, sur lequel on va blanchir, on va légaliser le pillage que le Rwanda faisait vis-à-vis du Congo. On va maintenant le rendre légal. Et la particularité dans ce contrat, c'est le fait que au Congo, on va juste exploiter les richesses. Ça va être transformé au Rwanda. Donc, il y a déjà une perte de ce côté-là. Et ça va ensuite être envoyé aux États-Unis et ailleurs. Donc, les Congolais ont été perdants dans cette affaire. Et je comprends que pour des gens qui ont vécu pendant 30 ans dans la guerre, qui aspirent à la paix, n'importe quelle solution serait intéressante, serait un plus, mais le contrat actuel, l'accord actuel, ça ne vise vraiment pas la paix, ça vise plutôt l'hégémonie de terres rares que les Américains recherchent, parce que 90% des exploitations des terres rares, ce sont les Chinois qui en ont le monopole. Et aujourd'hui, on ne peut pas fabriquer des missiles, on ne peut pas fabriquer des fusées, on ne peut pas fabriquer beaucoup de matériaux de guerre sans ces terres rares, sans ces composantes, sans le cobalt et autres. Donc, ils doivent acquérir des droits sur cela. Et bon, s'il faudrait pour cela, au travers d'un semblant d'accord de paix, arriver à ce résultat-là, et bon, ils vont le faire. Donc, c'est ça un peu l'idée. Question, le M23 va rester là où il est actuellement, c'est-à-dire parce qu'il occupe déjà beaucoup de Congo. Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, il occupe le nord Kivu, le sud Kivu, et le combat sont en train de continuer. Le M23, en alliance avec l'Alliance du Fleuve, sont soutenus par le Rwanda. Et le Rwanda, dans l'accord justement de paix, ne quitteront le Congo, le territoire congolais, il y a une agression effective, ne quitteront le territoire congolais que lorsqu'ils seront convaincus que les Congolais leur auraient présenté tous les soldats du FDLR, des anciens soldats rwandais. Et donc, c'est à ce moment, quand ils vont être rassurés là-dessus, ils vont pouvoir partir. Donc, l'accord présent ne parle pas de leur départ. L'accord de Doha ne parle pas du départ du M23. Donc, encore une fois, c'est de la poudre aux yeux pour simplement masquer le vrai intérêt qui est la mainmise, le monopole de la région.
D'accord. Et voilà. C'est plus vrai ainsi. Et on nous fait croire à nous à des fantasmes, hein, mais la réalité, c'est autre chose. Hein. Oh oui. Ouais. C'est vraiment selon moi, c'est un pays le plus beau au monde. C'est un pays le plus riche au monde dans lequel il y a tout. Toutes les richesses du monde, ils y sont. Et c'est le pays le plus martyr du monde. Et c'est le Oui. pays Ce le qui plus se passe pauvre. là-bas, sous le silence total de l'Occident, c'est plus que ignoble. Oui, c'est le pays le plus pauvre au monde. Et Le c'est plus le pays pauvre et le plus riche. le plus beau et le plus riche. Le C'est un plus pays pauvre qui et a le plus riche. tout, mais tout, mais tout. C'est le cœur du monde, je dirais bien. Si la Russie sera une arme du monde, pour moi, le Congo, c'est le cœur de notre planète. C'est Eh bien, moi, russe, qui dis ça. Maryse, Oui, oui, je suis d'accord, je suis d'accord. J'adore ce député européen là qui dénonce toujours tout un tas de trucs, mais c'est vrai que l'Europe a tellement d'intérêts dans ces pays qui sont tellement riches que bon, j'ai vécu en Afrique pendant 10 ans et je me suis aperçue qu'en fait les Français notamment avaient énormément de non seulement d'intérêts, mais qu'ils soutenaient les dictateurs qui étaient en place, qu'ils les mettaient éventuellement en place. Donc, ils avaient tout intérêt à rester le plus longtemps possible pour voler le plus possible ces pauvres gens qui nous détestent. Et c'est un euphémisme quand je dis ça. Je m'en suis aperçue en vivant en Afrique. Donc, ils sont pas complètement arriérés. Et on a trouvé de très très belles personnes quand on est allé, quand on était en Afrique, connaissant parfaitement nos poètes, c'est incroyable. Mais le fait que la France finance ces dictateurs qu'ils mettent à la tête des pays, bon, ça pose un sérieux problème. oui, ça c'est sûr. C'est pas Et- que la France qui met ses dictateurs sur la tête du pays, c'est que la France, elle a payé ces pays-là pendant des siècles et des siècles. Alors, du coup, elle mettait les gens qui lui étaient utiles. Et c'est vrai que quand on est français aujourd'hui, en Afrique, en tout cas dans les parties du Sahel, on n'est pas très bien reçu. Et j'ai ce petit avantage de dire que je suis russe. Et c'est vrai que quand on dit qu'on est russe, ben, on n'a pas du tout le même accueil. Et c'est vrai que l'Afrique, en tout cas l'Afrique de Nord, elle a, je veux dire, le meilleur accueil, je crois que c'est encore les Algériens. Si je dis que je suis russe là, c'est haut et fort. Poutine, c'est les meilleurs, c'est les champions du monde, c'est vraiment merveilleux et tout. Mais je dis tout l'Afrique du monde aujourd'hui, le peuple en tout cas, elle est vraiment, je veux dire, de côté de la Russie, pleinement de tout leur cœur. Bien, eh bien, écoutez, mes chers abonnés, merci beaucoup pour cette émission. C'était génial. Eh bien, j'espère que la semaine prochaine, on pourrait faire la même chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, avec plaisir. Sans Freddy, problème. Michel, Oui. On sera le combien? ben, Ah, Le 1er août. on verra. Ah, ok, Vendredi prochain, c'est le 1er août. d'accord. Ah, Moi, je pourrais pas, je serais dans l'avion. ah bon. Eh bien, Entrer dans un pays de méchants dictateurs sanguinaires et la France, un beau pays démocratique avec son président tellement merveilleux. Tout le monde vous envie. Oui, c'est ça. Tout le monde entier. merci beaucoup et puis à très bientôt. Au revoir. Merci. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Merci à toi, Philippe. Ciao.